Cette semaine a marqué le lancement de la tournée annuelle traditionnelle de Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, dans plusieurs pays, dans plusieurs nations africaines. Cette fois, il a mis l'accent sur les pays du Sahel tels que la Guinée, le Burkina Faso et le Tchad, ainsi que la République démocratique du Congo. L'année dernière, en mai, il avait visité l'Afrique de l'Est en décembre et le nord du continent. Au cours des 12 derniers mois, les rencontres entre Lavrov avec les responsables politiques africains sont devenues beaucoup plus fréquentes, passant d'un événement rare à une pratique désormais routinière, un peu comme la traditionnelle visite du secrétaire d'État américain. Le ministre russe dialogue avec les pays africains presque chaque mois maintenant. En janvier, il a rencontré des représentants du ministère algérien des Affaires étrangères. En février, des homologues d'Égypte ou du Mali et d'Afrique du Sud. En mars, du Nigeria et de la Namibie. Et en mai, de la Sierra Leone, entre autres. Il a également eu des discussions avec le roi d'Eswatini et des appels téléphoniques avec divers diplomates africains. Il est important de noter que Sergueï Lavrov parvient souvent à établir très facilement une compréhension mutuelle avec ses homologues africains. Par exemple, Timothy Moussa Kaba, l'actuel ministre des Affaires étrangères de la Sierra Leone, est un ancien diplômé de l'université de mines de Saint-Pétersbourg, tandis que Jean-Claude Gakoso, ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, a étudié à l'université d'État de Saint-Pétersbourg, connue à l'époque sous le nom d'université de Leningrad. Ces interactions fréquentes entre la Russie et l'Afrique devraient continuer à se renforcer. Après sa tournée, Lavrov participera au Forum économique international de Saint-Pétersbourg qui devra accueillir le président du Zimbabwe ainsi que de la délégation du Soudan, du Burkina Faso et d'autres pays. En octobre, le sommet des BRICS se tiendra à Kazan, suivi d'une conférence ministérielle Russie-Afrique en novembre. Les visites africaines de Lavrov en 2022-2023 ont souvent été analysées à travers le prisme de la crise russo-ukrainienne. En 2022, Lavrov s'était rendu en Afrique pour expliquer les positions russes et en 2023, il avait discuté des perspectives de l'accord céréalier de la mer Noire. À cette époque, ce n'était pas rare de voir 3 ou 4 délégations de haut niveau de grandes puissances en concurrence pour convaincre l'Afrique d'être de leur côté. Mais en 2024, ces influences externes sont devenues habituelles en fait et les pays africains continuent de maintenir une position de neutralité. Et aussi, l'accord sur les céréales a été abandonné sans conséquences désastreuses pour la sécurité alimentaire mondiale. Néanmoins, le besoin de contacts réguliers de haut niveau reste crucial. La stratégie de la Russie en Afrique devient de plus en plus globale et proactive, visant donc à informer les pays du continent de ses actions et de ses intentions. En s'engageant sur plusieurs fronts, Moscou peut adopter une approche équilibrée qui prend en compte les intérêts d'un maximum d'alliés potentiels, ce qui commence déjà à porter ses fruits. Lors de sa visite en Guinée, Sergueï Lavrov a rencontré son homologue Morisanda Kouyaté ainsi que le président de la transition Mamadi Doumbia pour aborder les perspectives de coopération dans les domaines économiques, militaro-techniques et médicaux. La Guinée se distingue comme l'un des principaux bénéficiaires de l'investissement russe en Afrique, principalement grâce au projet Roussal, qui est dans l'extraction de la bauxite et la production d'alumine. Cette visite a réaffirmé l'intérêt de Conakry pour le maintien de relations amicales avec Moscou. La visite est également significative dans le contexte où la Guinée, bien qu'étant le point de départ d'une série de coups d'État dans la région du Sahel depuis 2019, a adopté une position moins anti-occidentale. C'est aussi une question qu'on se pose souvent. Elle n'a pas manifesté l'intention de se retirer de la CEDEAO ni de rejoindre l'Alliance des États du Sahel. Et elle a été le seul des 4 pays ayant eu un coup d'État récent à ne pas être représenté au sommet Russie-Afrique de 2023 par ses chefs d'État. Les discussions entre Lavrov et les dirigeants guinéens ont certainement abordé la situation au Sahel et en Afrique de l'Ouest dans son ensemble. La visite de Lavrov en République du Congo marque son 2e voyage depuis 2022. Bien que les relations économiques entre les 2 pays soient jusqu'à présent limitées, ces visites fréquentes ne sont quand même pas surprenantes. Voilà. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, joue un rôle clé dans le développement des relations entre les pays d'Afrique centrale. Il préside le comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, un groupe spécial mis en place par l'Union africaine pour les efforts de médiation en Libye. Lors de la réunion avec Lavrov, il y a eu une convergence notable de positions de Moscou et de Brazzaville sur la situation en Libye. Dans la nuit du 5 juin, Sergueï Lavrov est arrivé au Burkina Faso pour inaugurer l'ambassade de Russie. Cet événement historique pour les 2 pays marque la réouverture d'une représentation diplomatique qui avait été fermée depuis 1994. Des plans sont également en cours pour ouvrir une ambassade de Russie en Guinée équatoriale plus tard en 2024 et des discussions sont en cours pour établir une mission diplomatique en Sierra Leone.
Pour conclure sa tournée, Lavrov s'est rendu au Tchad, où les relations avec la Russie se sont intensifiées ces derniers mois. Si vous vous rappelez, Déby Junior était entre deux feux. D'un côté, la France, le bloc occidental, et de l'autre côté, la Russie. Pour l'instant, on ne sait pas qui il va prendre comme allié principal. J'espère juste qu'il va se souvenir des erreurs de son père. Ce serait d'ailleurs très intéressant vu qu'il a été le bras armé de l'Occident. Je dis ça, je dis rien. Mais on sait tous très bien que si vous avez comme ami l'Occident, vous n'avez pas besoin d'ennemis. D'ailleurs, si vous avez comme ami l'Occident, vos ennemis ont pitié de vous. Bien évidemment, les médias occidentaux ont réagi à la visite de Lavrov en utilisant le narratif habituel, c'est-à-dire ils ont associé sa présence à des termes comme coup d'État, guerre, dictature, Ukraine, etc. Ils ont bien évidemment avancé que Lavrov cherchait à inciter les pays du Sahel à maintenir une position sur la question de l'Ukraine. Comme si les pays du Sahel n'avaient que l'Ukraine à gérer, quoi. Donc, n'avaient que ça en tête. C'est impossible que le ministre russe des Affaires étrangères doive plaider pour la neutralité dans des pays comme le Burkina Faso, où des militaires russes sont présents depuis janvier. Et en plus, s'il faut même faire une sorte de plaidoirie, ce serait plus intelligent d'aller dans les pays comme la Côte d'Ivoire, le Nigeria, l'Angola, le Cap-Vert, où d'ailleurs le secrétaire d'État américain Anthony Blinken s'est rendu en janvier. Fait intéressant d'ailleurs à noter, bien que Lavrov et Blinken se soient concentrés principalement sur l'Afrique de l'Ouest, leurs itinéraires ne se sont pas croisés, pas une seule fois, malgré une différence de pratiquement 6 mois entre leurs visites, entre les deux visites. C'est une subtilité diplomatique qu'il faut noter, c'est un message qui est communiqué. Bon, j'ai vu Full Metal Alchemist Brotherhood récemment, je suis au taquet niveau complot, mais quand même c'est intéressant comme fait à noter. D'ailleurs dans le manga, ils font de la haute sorcellerie massa. Bref, revenons au sujet. Les relations russo-africaines deviennent progressivement une routine. Il n'est plus nécessaire de recourir à des titres très accrocheurs ou à des accords majeurs pour justifier la visite du ministre russe des Affaires étrangères dans plein de pays africains. Et c'est une évolution positive de la situation. Vraiment, je vous le dis cash. On a besoin d'alternatives et d'alliances pour nous sortir de la merde dans laquelle nous sommes. C'est nécessaire, c'est même vital. Et si on n'a pas de bons alliés, ce sera pratiquement impossible de nous en sortir. Passons à quelques actualités en Afrique. Deux actualités en particulier qui ont retenu mon attention. La Cour d'État du Niger, une juridiction instaurée en novembre 2023, a levé l'immunité du président déchu Mohamed Bazoum le vendredi 14 juin, donc hier, ouvrant ainsi la voie à un éventuel procès pour ce dernier renversé lors de l'action patriotique du 26 juillet 2023. Depuis ce renversement militaire, Mohamed Bazoum est détenu à la résidence présidentielle en compagnie de son épouse Adidja. Maintenant, il y a Moussa Koulibaly, un ancien bâtonnier du Niger, cité dans un communiqué du collectif international des avocats du président Mohamed Bazoum, qui s'est indigné en expliquant qu'il doit absolument y avoir l'indépendance du pouvoir judiciaire au Niger. Donc, il a crié au scandale en disant que maintenant, il y aura des peines qui seront arbitrairement déclarées. Bon, je suppose que quand c'était Bazoum qui utilisait arbitrairement le pouvoir judiciaire, cet ancien bâtonnier ne connaissait pas encore le mot. Il n'avait pas encore lu la partie du dictionnaire où on a marqué la définition de ça. Vous me direz que c'est encore à A. Je vous dirais qu'il y a R après. Donc c'est loin en bas dans les mots qui commencent avec A là. Et vu comment on connaît comment ces gens travaillent, vraiment je ne suis pas étonné qu'il ait pris autant de temps à trouver la définition du mot. Ce Moussa Koulibaly a dit, je cite, « Nous nageons en plein délire. La Cour vient de prendre une décision extrêmement lourde de conséquences tout en violant les droits absolus de la défense. Nous n'avons pas été autorisés à rencontrer notre client et la Cour a refusé d'entendre nos arguments. » De quoi est accusé M. Bazoum? Les autorités de Niamey accusent le président renversé de complot d'attentat à la sécurité et l'autorité de l'État, de crimes de trahison, fait présumé d'apologie du terrorisme et financement du terrorisme. Il est notamment reproché à M. Bazoum d'avoir parlé au téléphone avec le président français Emmanuel Macron et le secrétaire d'État américain Anthony Blinken pour que ces deux l'appuient, pour que ces deux le soutiennent par une intervention armée lors du coup d'État de 2023. L'audience de vendredi avait été reportée à 2 reprises et les avocats de M. Bazoum ont dénoncé de nombreuses entraves aux droits de la défense. En décembre dernier, la Cour de justice de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest avait ordonné sa libération, une demande qui est restée sans suite. Ils ont carrément été ignorés. Et en janvier, on le sait tous, le Niger a quitté l'organisation ouest-africaine qui avait imposé, on le rappelle, des sanctions illégales et inhumaines.
Autre information d'une profonde tristesse qui a attiré mon attention. Dans l'est de la République démocratique du Congo, le groupe Force démocratique alliée, en abrégé ADF, majoritairement composé de rebelles ougandais de confession musulmane et affilié à l'organisation État islamique, a encore frappé. Malheureusement, le bilan des récentes attaques attribuées à ce groupe s'est alourdi jeudi 13 juin avec la mort de 42 personnes, portant à près de 150 le nombre de victimes depuis le début du mois de juin seulement. Nous sommes au milieu du mois. Au milieu du mois, 150 personnes déjà. Implantée dans la région depuis le milieu des années 1990, l'AFD a causé la mort de milliers de civils dans l'est de la RDC. Le colonel Kiowa Mitela, administrateur du territoire Lubero, a rapporté que 42 corps ont été découverts après un nouveau massacre survenu dans la nuit de mercredi à jeudi. Les AFD ont intensifié les attaques contre les villages des voyageurs et des centres de santé, souvent accompagnés de pillages. Concernant le dernier massacre, le président de la société civile locale, Seba Paluku, avait précédemment dit avoir compté 41 corps parmi lesquels certains étaient ligotés et décapités. Il a expliqué avoir accompagné les militaires sur le site du drame. Samuel Kakoulé, président de la société civile Mangurujipa, une localité proche de l'attaque, a rapporté avoir été alerté, avoir été signalé mercredi de la présence de l'ennemi ADF. Il a ajouté que plus tard donc, ils ont ouvert le feu sur la population paisible et les premières victimes ont commencé à arriver à l'hôpital. Du 1er au 11 juin, l'organisation État islamique a revendiqué une série d'attaques sur des villages et des routes près de Beni, totalisant une quinzaine d'incidents. Les membres de l'État islamique affirment avoir tué 125 personnes, principalement des civils. Léon Siviwe, responsable administratif de Benimbao, a de son côté comptabilisé au moins 109 morts, dont les attaques attribuées aux forces démocratiques alliées au cours des 10 premiers jours de juin. Une source sécuritaire sous couvert d'anonymat a déclaré lui avoir recensé 138 décès sur la même période de 10 jours, donc du 1er au 10 juin. Les ADF ont prêté allégeance à l'État islamique en 2019, qui les considère désormais comme sa province Afrique centrale. Et ils ont été également accusés de récentes attaques en Ouganda. À la fin du mois de mai, les autorités de la région de Beni, dans le nord de la province Nord Kivu, ont lancé un appel d'urgence au gouvernement face à l'escalade des attaques meurtrières. Notre population en a marre d'enterrer chaque jour. Nous lançons un appel vibrant aux autorités du pays et leur demandons de nous aider à rétablir la paix. C'est de ce genre d'appel dont on parle, un appel de désespoir. Les gens sont fatigués d'enterrer leurs morts. Les gens sont fatigués d'enterrer des gens qui vivaient encore il y a quelques secondes, qui n'avaient rien de mal et qui auraient encore pu vivre très longtemps. Notre peuple souffre parce qu'il y a des individus qui veulent tout. Il y a aussi d'autres individus qu'eux, ils veulent seulement manger et d'autres qui ont le biscuit à la place du cerveau. Et après, on va demander justice pour les autres. Soyons justes pour les autres, pas quand ça nous concerne.